Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans la deuxième saison de Affairage Airways. Je suis Aïssata. Et moi, c'est Laurence. Et nous sommes hyper contentes d'être de retour après une longue pause 3 mois. de 3 mois. Ouais. Tellement mérité. Franchement, vous nous avez manqué, hein, mais on va pas se mentir. La vie était douce aussi pendant les 3 derniers mois. Mal douce. Quoique à chaque fois qu'il y avait un sujet, je me disais, si on avait le podcast, on pourrait en parler. Ouais, il y a eu des fois vraiment où ça me manquait un peu. Juste l'aspect en parler. Maintenant, toute la préparation, le travail autour, c'était un point exciting. Mais du coup, Laurence, qu'est-ce que tu as fait pendant les 3 derniers mois? Je suis allée au Bénin. Le Bénin m'a toujours attirée. Donc, je suis allée visiter. Au Bénin, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, je suis arrivée après leur fameux festival du vaudou. Malheureusement, j'ai pas pu faire grand-chose autour du vaudou. Du coup, je suis allée à Ouidah pour retracer en fait la vie des esclaves, étant donné que Ouidah est un grand port négrier. Je suis allée au nord, j'ai fait mon premier safari à Natitengu, au parc de la Pendjari, voir des éléphants et tout ça. Donc ça, c'était top. J'en ai profité aussi pour en apprendre plus sur la religion animiste. Il y avait des religions animistes en particulier? Non, pas particulièrement, mais dans le processus, je me suis aperçue en fait que beaucoup de leurs traditions sont très similaires à celles qu'on a au Cameroun en fait. Donc, on est allé justement chez un guérisseur. Non, j'avais pas besoin d'être guérie de quoi que ce soit. Mais c'était vraiment juste pour en apprendre. C'est pas grave. Parce que parce que quand j'ai dit ça, ma famille était comme, mais tu allais faire quoi là-bas? Tu as demandé quoi au guérisseur? Qu'est-ce qui se passe? J'étais comme, ben non, j'étais juste curieuse. On allait chez le guérisseur, il nous a expliqué un peu comment fonctionnent certains des totems qu'il avait dans sa cour. On a bu quelques boissons qu'il a bénies et tout et tout. Donc c'était assez. Il y avait quoi dans les boissons là? Bah, moi je sais pas. Je sais qu'il y avait l'alcool. Vous partez, vous buvez les choses. Vous savez pas. Il y avait de l'alcool. En fait, vous savez pas quel génie on a invoqué pour mettre dans la boisson. C'est une bouteille. C'est l'alcool qu'il a mis dans une bouteille décorée avec des, je sais pas trop quoi, des coris et tout. Et il a prié sur la bouteille. J'ai la vidéo. Il a prié sur la bouteille. Je sais même pas ce qu'il a dit là-bas. Peut-être on va même maudit là-bas. Je sais pas. Mais il était vraiment gentil. Donc on a prié et tout. Et ouais. Et après, je suis allée à Grand Popo et je suis allée à Porte-Nouveau, qui était aussi un de mes highlights. Et après, je suis rentrée dans ma pauvreté au Canada. Aïe. Il y a des gens qui rêvent d'aller au Canada. Il faut respecter ton pays quand même. Je suis rentrée pauvre. J'aurais aimé voyager un peu plus, mais c'était vraiment chaud avec des frontières qui étaient fermées. On ne voyait pas payer un billet de 250 000 pour aller au Togo alors que c'est à 5 minutes de marche du Bénin. Donc, c'est pas évident du tout parce que j'ai un peu voyagé là récemment. Et puis ma leçon numéro 1, c'est que voyager en Afrique, c'est la grosse arnaque. Les billets coûtent bêtement cher pour aucune bonne raison. Et c'est pour ça que je ne peux pas me fâcher quand les gens décident d'aller à Dubaï ou à Paris. Hein. Mais non, c'est moins cher. Ça revient au même. Non, c'est moins cher. Moi, ouais, ça dépend des périodes et tout, mais ça peut me coûter moins cher d'aller à Paris que d'aller à Nairobi, que d'aller à Dakar selon les périodes, alors que Dakar, c'est pas très loin non plus. Mais tes explications du Bénin m'encouragent parce que je suis censée aller à Cotonou dans quelques mois. Donc, je vais t'appeler. Quand je vais être prête, là, je vais t'appeler. Tu vas me dire où partir. Pas de souci. Donc, du coup, toi, alors, pendant tes 3 mois, t'as quoi à nous raconter? 3 mois mouvementés, beaucoup de changements. Je vais pas vous ennuyer là, mais dans les 3 mois, j'ai eu le temps de travailler, quitter mon travail. En ce moment, je suis en vacances, on va dire ça comme ça, jusqu'au mois d'août. Donc, j'ai profité pour voyager aussi. J'ai juste fait un voyage par contre. Je suis allée au Kenya. J'ai fait un petit 2 semaines au Kenya. Je suis allée retrouver des amis. C'était tellement bien. C'est pour ça justement que je disais voyager en Afrique, c'est la grosse arnaque. Parce que moi, au lieu de booker mon billet en avance, je me dis, oh, c'est bon, je vais pas trop loin là, tu vois. T'es à côté, quoi. T'es à côté. Je vais au quartier. Voilà. Le jour où on m'a donné le prix du billet, j'ai vraiment pensé à annuler mon voyage. Ça coûtait beaucoup plus cher que ce à quoi je m'attendais. Après, maintenant, quand je regarde d'autres destinations, etc., plus je suis familière avec les voyages sur le continent, je me rends compte qu'en fait, il fallait s'attendre à ça. Mais moi, j'étais pas prête mentalement, quoi. J'aurais pu payer ça pour faire Montréal, Bangkok, chose que j'ai faite, et ça m'a coûté légèrement moins cher. J'ai traversé des continents, des océans, des eaux, et là, c'était juste Abidjan, Nairobi. C'était très bien. Je pense que le Kenya, de toute façon, ils sont connus pour le tourisme. Mais mon highlight, c'était la visite d'une île qui s'appelle Lamu, qui est une île
swahili, il y a beaucoup d'influences d'autres cultures, donc beaucoup d'influences arabes, turques, un peu chinoises, influences de l'Afrique noire aussi, et ça se voit vraiment beaucoup dans leur culture. Donc c'était juste une très belle île en fait, parce qu'ils ont su conserver leur culture, leur architecture, tout est resté très authentique. C'est comme si ils ont réussi à se préserver de l'influence américaine, occidentale, etc. Donc sur place, tu arrives et puis c'est à toi de t'adapter à leur culture et à leur manière de vivre. Tu as l'impression d'être dans un autre monde. Genre, on est arrivé sur l'île, tu avais des gens qui marchaient pieds nus. Donc, notre première promenade, on l'a faite pieds nus juste pour être dans la vibe. Et les gens étaient hyper gentils. Ils étaient tellement accueillants. Chill. Et ça, c'est le genre de vibe où le soir, pour aller faire la fête, bon, on prend le bateau parce que c'est en face et tout. On peut. Tu peux même pas passer autrement. Il faut que tu prennes le bateau, etc. Mais c'était vraiment une très, très belle expérience. Et c'est un de mes voyages préférés parce que c'est l'endroit le plus différent, en fait, et le plus authentique que j'ai vu en général de tous les voyages que j'ai fait pour l'instant. Donc, on va passer aux vraies choses. En 3 mois d'absence, on a manqué beaucoup de choses. Par contre, on voulait quand même souligner une bonne nouvelle qu'on a reçue de l'industrie de la fintech africaine. Je parle ici de Paystack et de Flutterwave, qui sont 2 acteurs dans l'industrie de la fintech. Donc, Paystack et Flutterwave sont des agrégateurs de paiement. Ils offrent en fait une passerelle de paiement à des entreprises. Par exemple, tu peux payer ta facture d'électricité à travers cette plateforme sans nécessairement avoir à te rendre à l'agence. Donc, c'est très pratique pour le e-commerce. Donc, Stripe, en octobre 2020, a fait l'acquisition de Paystack. Pour ceux qui ne connaissent pas Stripe, c'est encore une fois un agrégateur de paiement très présent aux États-Unis. Donc, c'est une compagnie qui vaut des milliards et des milliards de dollars. Ils ont fait l'acquisition de Paystack pour 200 millions de dollars. Et ici, en fait, c'est considéré comme une des plus grandes acquisitions de start-up réalisées sur le continent africain. Et en fait, ça souligne aussi le fait qu'il y a vraiment beaucoup de mouvements en fintech en ce moment partout sur le continent, notamment au Nigeria, où on enregistre à peu près 200 compagnies qui font seulement dans la fintech. Ce qui est particulier dans le cas de Paystack, en fait, c'est que non seulement ils aident les commerçants à prendre plusieurs types de paiements, mais là, ils sont même passés à un niveau supérieur dans la mesure où ils sont un peu comme Shopify. Ça veut dire que tu peux faire ton site Internet directement aussi avec eux. Et leur modèle d'affaires, en gros, c'est qu'ils prennent un pourcentage de chaque transaction qui passe à travers. Cette nouvelle arrive aussi dans le contexte dans lequel, par exemple, Jumia, qui est aussi dans le e-commerce, quoi qu'ils sont dans la vente, Jumia a dû fermer des opérations, par exemple, au Cameroun et dans plusieurs autres pays africains. Donc, ça démontre que faire du e-commerce sur le continent, ce n'est pas chose facile. Donc, c'est une bonne nouvelle, en fait, que Paystack, justement, a pu être acquis. On recense aussi des opérateurs un peu partout en Afrique francophone de plus en plus. Donc, il y a Bizao qui opère en Côte d'Ivoire, Fedapay qui est au Bénin et Wikashop qui est au Cameroun. C'est sûr que dans le cadre de Paystack, ils ont quand même un avantage parce que l'économie nigérienne, on parle d'une population de 200 millions. Et on parle aussi de la plus grosse économie sur le continent. Donc, bien évidemment, le potentiel, en fait, de clients et de volume de transactions est énorme parce que, justement, Paystack a 50% du marché nigérien des paiements en ligne. Et ça m'amène aussi à parler de Flutterwave. Donc, Flutterwave offre un service similaire à Paystack, à la différence aussi de Paystack qui est seulement dans 3 pays. Flutterwave est dans 33 pays africains. Donc, en mars dernier, première bonne nouvelle, ils ont obtenu 170 millions en financement et du coup, en fait, leur valorisation est passée à 1 milliard de dollars. Donc, ça, c'est encore une valorisation qui est énorme et très, très rare sur le continent. En plus de ça, plus récemment, ils ont annoncé un partenariat avec PayPal qui va permettre à tous les clients PayPal, donc PayPal a à peu près 400 millions de clients partout dans le monde, donc ce partenariat permettra aux clients de PayPal de payer les marchands africains avec qui ils font affaire. Donc, encore une fois, 2 grosses nouvelles pour le e-commerce africain. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ça, c'est que Agbola, le DG de Flutterwave, dans ses remerciements, il a remercié les organismes de réglementation comme la Banque centrale du Nigeria qui ont créé un environnement qui est propice à la technologie. Je sais que sur le continent, on se dit « Ah non, les Africains, on doit créer nos entreprises, on doit faire presque tout seul. » Non, le support gouvernemental et de l'écosystème, il faut un écosystème en place en fait pour que justement ces entreprises puissent être pérennes. Oui, je pense qu'on ne dira jamais assez à quel point une valorisation de 1 milliard, c'est 1 milliard de dollars, s'il vous plaît. C'est dollars américains quand même. C'est exceptionnel. Il y a pas beaucoup d'entreprises qui ont ce genre de valorisation là sur le continent. Hein. Je pense qu'il y en a 5 au total, pour un total de 55 pays. Hein. Donc, à vous de voir le ratio. Donc, c'est énorme. Et aussi, c'est
énorme pour Flutterwave parce qu'ils ont atteint cette valorisation-là hyper vite. Les gens savaient que la compagnie était sur cette trajectoire, mais ils ne savaient pas qu'ils allaient atteindre cette valorisation aussi vite. Après 5-6 ans d'opération, mais ça montre aussi, je pense qu'avec l'évolution du mobile money et tout ça, on se rend compte que trouver des solutions financières correspondent au marché africain, c'est quelque chose qui est devenu hyper primordial. Et tous ceux qui se lancent dans ce domaine et qui ont des solutions viables, ça peut fonctionner s'ils se donnent bien. Moi, par contre, mon point sur tout ça, c'est que quand Flutterwave a eu sa valorisation qui a été annoncée à $1 milliard, ça a été vraiment annoncé comme une victoire africaine. Ce qui est vrai, et puis ce qu'il faut célébrer, il faut valoriser parce que, bon, ceux qui ont fondé la compagnie sont nigérians. Ils ont créé une solution africaine qui opère dans plusieurs pays africains. Ils ont des bureaux en Afrique, etc. Jusque-là, tout va bien. Par contre, je pense que quand on célèbre les trucs là, il faut aussi regarder l'envers du décor et puis se rendre compte que oui, c'est une victoire pour l'Afrique, mais c'est une victoire qui n'a pas été facilitée par l'Afrique en fait. Flutterwave, c'est une compagnie africaine et américaine. Leur siège social est à San Francisco. Faut pas oublier ça. Le processus par lequel ils ont obtenu leurs 170 millions ou je sais pas quoi de financement additionnel, c'est par des investisseurs américains. Enfin, les gens qui ont créé Flutterwave, ce sont des gars qui ont fait les grandes écoles aux États-Unis, qui ont été dans la Silicon Valley, etc., qui donc déjà ont profité d'un écosystème éducatif, académique, technologique américain. Jusque-là, ça va, il n'y a pas de problème. On a le droit d'aller étudier à l'étranger, de revenir. Mais le fait que leur siège social soit à San Francisco, ça veut dire que tout ce qui permet à la compagnie d'opérer de la manière dont ils opèrent aujourd'hui, ce sont les avantages américains. C'est les financements américains qui leur permettent d'être là où ils sont aujourd'hui. C'est l'écosystème de la Silicon Valley, de la technologie américaine qui leur permet d'être là où ils sont aujourd'hui pour offrir ces solutions à l'Afrique. Donc, ils auraient été une compagnie 100% basée dans un pays africain qui veut seulement opérer dans l'écosystème tech africain. Je ne dis pas qu'ils n'auraient pas réussi. Ils auraient pu réussir parce que oui, ils auraient offert quand même des solutions dont on a besoin, mais ils n'auraient pas pu atteindre ce niveau de valorisation. Et c'est ça que je trouve dommage en fait, qu'on n'en soit pas encore là. Que l'entreprise ait besoin d'avoir toutes ces attaches américaines pour pouvoir atteindre ce genre de succès. Je comprends ce que tu dis, mais je pense que s'il n'y avait pas Paystack, je serais d'accord avec ton point. Parce que Paystack est l'opposé, en fait. Et ils ont quand même eu du succès, comme je l'ai démontré plus tôt. Surtout que dans le cas de Paystack, bien évidemment, oui, ils ont été financés par des compagnies américaines, mais eux, par contre, sont basés au Nigeria. Et pourquoi ces compagnies vont vers les compagnies américaines? Moi, je me dis que c'est justement parce que l'écosystème de l'investissement n'est pas développé en Afrique. Pour avoir les fonds dont tu as besoin, il faut aller à l'étranger. Mais en attendant, ce que moi, j'aime avec l'approche de Paystack, c'est que tu valorises l'économie nigérienne. Tu prends l'argent ailleurs et tu remets dans l'économie nigérienne. Donc, en ce sens, je suis d'accord avec ton argument pour Flutterwave, mais je pense que le fait que justement l'industrie de la fintech au Nigeria est aussi grosse, je ne peux pas croire que tout ça vient nécessairement de l'étranger. Je pense que le gouvernement local a aussi fait du travail, bien qu'il y ait encore beaucoup de travail à faire. Je ne suis même pas en train de critiquer leur mode opératoire. Ma chérie, on est en business, on est là pour se faire du cash. Non, mais c'est important de souligner quand même ce qui se passe et surtout les liens que les gens ont, que les compagnies soi-disant africaines ont avec l'étranger. C'est important parce que sinon, on vend le rêve en fait aux jeunes. Exactement, on vend du rêve, donc c'est ça. Il faut juste savoir que, bon, si tu es complètement basé ici, c'est juste un peu plus dur parce qu'il y a des réalités qu'il ne faut pas oublier. Moi, j'aurais été à leur place, j'aurais fait la même chose. J'aurais mis en avant les liens avec les États-Unis et tout pour pouvoir profiter de tout ça. Parce qu'il faut se donner les moyens. C'est comme si on s'assoit, on dit que tout comme nous, on est allé à l'étranger pour étudier, etc. parce qu'on veut se donner les moyens et puis on sait qu'il y a des opportunités additionnelles dans ces pays-là. Exact. Cela dit, une compagnie qui obtient une valuation en 5 ans quand elle opère en Afrique. Ah oui, c'est énorme. C'est très différent, c'est très, très différent. Et ce n'est que possible en faisant affaire en Afrique. Parce qu'une compagnie qui faisait la même chose ici, ça allait prendre beaucoup plus de temps parce que c'est très saturé. Oui. Donc, il y a des inconvénients en étant entrepreneur sur le continent. C'est plus difficile, mais le taux de croissance que tu obtiens en très peu de temps est énorme. Si tu es dans la bonne industrie oui. Parce que justement, l'industrie fintech et tout, c'est parce qu'on est en retard que tout va bien en ce moment. On a un retard à rattraper, donc on a des solutions qui nous correspondent et tout, donc ça arrive à marcher. Donc, exact. Je suis d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que tu sais, le e-commerce, le taux de croissance, c'est genre 30% sur le continent. Et en fait, toutes les solutions sont là pour que les gens commencent de plus en plus à avoir leur business en e-commerce et que finalement, l'Afrique commence à exporter autant qu'elle le devrait. La seule chose qui manque,
selon moi, c'est les solutions en termes de livraison, de shipping. C'est hyper cher si tu vas passer par DHL. Il faut une façon, il faut trouver une compagnie, une façon, je sais pas, une compagnie qui agrège les livraisons pour que ce soit moins cher. Comme ça va encourager en fait les compagnies justement à vendre même des produits à l'extérieur. Parce que là, on parle de services. Mais les compagnies comme Jumia, normalement, ils devraient en avoir une panoplie sur le continent. Honnêtement, je pense aussi qu'au-delà de ça, oui, c'est vrai que tout ce qui concerne la livraison, c'est un grand problème. Après, la livraison au niveau local est de plus en plus facilitée. Quand j'étais à Dakar, c'est un des trucs qui m'a le plus surpris. Quoi que tu veuilles acheter, j'étais chez la couturière et tout. Je lui dis, hey, écoute, je peux pas passer prendre mon boubou à telle heure. Elle me dit, ah, mais je te le fais livrer, c'est pas un problème. À Abidjan, la même chose. Donc, la livraison sur place n'est pas un problème, mais à l'international, c'est vrai qu'on dépend vraiment de DHL en ce moment. Pour moi, c'est là où l'argent est. Hein. Si je crée ma compagnie pour faire du e-com, ce n'est pas nécessairement pour vendre en Afrique parce que tes marges de profit sont pas trop. Ça dépend de ce que tu vends. Parce que si là, tu comparais avec Jumia, c'était pas un truc pour vendre à l'international. Jumia, c'est pour vendre des produits sur place. Et justement, je pense que là où il y a beaucoup de problèmes encore, c'est que oui, les gens ont accès à Internet de plus en plus et tout, mais dans les habitudes de consommation, la commande sur Internet n'est pas encore là. C'est pas quelque chose qui est ancré dans nos habitudes de consommation pour l'instant. Oui, mais on peut suivre le modèle de l'Inde. L'Inde fait beaucoup dans le social commerce. C'est dans le fond le commerce par WhatsApp essentiellement. Oui. Et c'est ça justement qu'on fait déjà. Et il y a des façons en fait de rendre ça un peu plus formel et d'intégrer en fait ces produits à son WhatsApp et tout. Donc je pense que c'est assez connu, les gens le font souvent. Je sais au Cameroun ça se fait très bien. Et c'est comme ça aussi que les entreprises grandissent dans un premier temps avant maintenant de passer dans le développement d'un site internet et tout ça. Exactement. Et je pense que c'est là où par exemple WhatsApp for Business fonctionne hyper bien parce que WhatsApp for Business c'est ce que la majorité utilise en tout cas ici. Tu vas sur le WhatsApp de la personne, tu as déjà un catalogue de produits. Donc, ça fonctionne comme un site internet, mais avec WhatsApp, ce qui est un peu plus adapté aux habitudes des gens en ce moment. Et je pense que c'est là où les gens doivent aussi s'ajuster. Tu peux pas te lever et dire, OK, je vais aller faire mon site internet et tout, parce qu'on n'est pas rendu là dans l'évolution pour l'instant. Et est-ce qu'on va s'y rendre? Je ne sais pas. Parce que Et je ne sais même pas si c'est quelque chose vers quoi on doit forcément aspirer. Parce qu'une bonne comparaison, c'est dans les paiements aussi, par exemple. Au début, les gens pensaient que les solutions de paiement en Afrique, c'était de pousser les gens à avoir des cartes de crédit, etc., comme en Europe et tout. On s'est rendu compte que non, on a nos solutions comme le mobile money qui fonctionnent. Donc, peut-être que dans la commercialisation des produits aussi, peut-être que ce qui va nous convenir sur le long terme, c'est des trucs comme WhatsApp for Business parce qu'on a besoin de ce lien un peu personnalisé, conversationnel et tout avec les commerçants. Bon, je sais pas. Mais on verra. Et je voulais juste mentionner que là, on se retrouve en fait au Nigeria, dans l'écosystème de la FinTech, on se retrouve avec 3 grosses compagnies là. Paystack, Flutterwave, Interswitch. Énorme. Et ce qui fait peur, après on va clôturer le sujet, sinon on va parler de ça pendant des heures, mais ce qui peut faire peur, c'est que maintenant qu'on a ces géants nigérians qui opèrent dans ce domaine et qui ont toutes les ressources pour vraiment exceller dans ce domaine, malheureusement, ça limite un peu le potentiel de croissance des autres compagnies qui font la même chose à un niveau plus local. Toutes celles que tu as citées au Cameroun et tout, parce que les autres pays là opèrent déjà dans nos pays. Et donc ça fait que les gens les connaissent. Parce qu'en fait, chaque chaussure a son client. C'est ça ma logique. Si je vais au marché, il y a 20 marques de bouteilles d'eau, il n'y a pas de problème à avoir plusieurs agrégateurs. Tout est question de marketing. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas marcher, mais je dis qu'ils ne peuvent pas marcher comme les autres. Moi, je trouve que ça facilite même leurs entrées parce qu'en fait, ça diminue la barrière d'entrée et tu as déjà le modèle. Donc, si tu veux copier et ajouter ta touche, tu peux le faire facilement. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne pense pas qu'il y a une limite. Au contraire, je pense que si les prochaines solutions qui arrivent sont encore plus faciles à intégrer peut-être à un site internet ou qui ont une plus-value, pas de problème, que le meilleur gagne. Le meilleur gagne, mais en tout cas, je pense aussi que quand tu arrives dans un domaine où tu as déjà des gros géants, c'est toujours un peu plus difficile. Tu as un aspect facile dans le sens où tu sais que ton truc marche et tout, le marché, les gens... Pour moi, ça confirme le plan d'affaires. Ça confirme ton plan d'affaires, mais en termes de gros succès, ceux qui sont déjà là, ils ont comme on dit en anglais, first mover advantage, dans le sens où ils sont là depuis longtemps, ils ont vu plus de choses, ils sont plus gros, ils ont plus d'argent, ils peuvent faire plus, tu vois. Mais ça ne change pas le fait que de toute façon, comme dans toute industrie, tu as des gros joueurs, tu as des plus petits joueurs, chacun n'a qu'à choisir son côté. C'est ça. Et en plus, tout ce qui est finance en Afrique, c'est tellement fragmenté. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'une compagnie veut aller à l'étranger et s'installer dans un pays, ils doivent vraiment s'installer là-bas et voir comment le système financier fonctionne. Donc, ce qui fait que le joueur local a toujours un avantage. Parce que de façon inhérente, tu sais comment ça fonctionne. Mais bon, bref, quand tu mets deux nerds sur un sujet comme ça, on peut parler longtemps. Mais ne pensez pas que parce qu'on est parti 3 mois, là, on est revenu comme des go trop intello et tout, parce que le sujet qui vient après n'a rien. 3 mois, j'ai grandi, hein. Tu es devenu mature. À maturation, je sais pas si ça se dit comme le fromage. Comme le fromage, c'est pas comme le vin. Ah non.
girl, ok. Bref, le prochain sujet, qui est un peu plus léger, mais qui reste très important, c'est quelque chose qui s'est passé là beaucoup plus récemment, par contre, dans l'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu, je vais vous donner les mots-clés et puis on va rentrer dedans. Les mots-clés, Sonia Rolland, Omar Bongo, bien mal acquis. Voici les mots-clés. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que récemment, il y a le média français Libération qui a sorti un article qui explique que l'ex-Miss France, actrice, réalisatrice et tout ça, Sonia Rolland, qui est une personnalité française, a été interrogée par la justice par rapport à un appartement qui lui a été offert il y a un certain nombre d'années par Omar Bongo, l'ex-président du Gabon. Elle a été questionnée parce que l'appartement aurait été acquis avec des fonds qui ont été détournés. Donc, ce serait un bien mal acquis. Donc, je vous explique un peu plus. Ceux qui ne sont pas trop dans la culture française ne connaissent pas forcément Sonia Rolland. Donc, Sonia Rolland, c'est une ex-Miss France. Elle a été Miss France dans les années 2000 et ça a été peut-être une des Miss France les plus connues parce que ça a été la première Miss France africaine, en fait, parce qu'elle est franco-rwandaise. Même pas avant ça. Franco-rwandaise. Elle est franco-rwandaise. Elle a quitté le Rwanda quand elle était hyper jeune à l'époque du génocide avec ses parents pour s'installer en France. Attends, elle est même pas gabonaise, la meuf. Non, c'est pour ça que l'histoire est mélangée. Okay, ça rend ça encore pire. En tout cas, raconte l'histoire. Elle n'est pas gabonaise du tout. Franco-rwandaise, aucun lien avec le Gabon jusqu'à ce qu'elle soit couronnée Miss France en 2000. Et justement, comme c'est la première africaine qui gagne ce concours-là dans un pays historiquement et jusqu'à présent hyper raciste, ça a fait beaucoup de bruit positif. C'était vraiment quelqu'un qui mettait en valeur la beauté noire, la beauté africaine et qui montrait que bon, peut-être qu'on avance un peu dans la bonne direction. Sur le long terme, maintenant, elle est devenue actrice, réalisatrice ou productrice, je ne sais plus. C'est quelqu'un de hyper engagé dans ce qu'elle fait. Dans les mouvements, par exemple, pour revendiquer la place des femmes noires dans l'industrie du cinéma en France, elle a joué un grand rôle. Elle était avec Aïssa Maïga dans le projet de Noir n'est pas mon métier, etc. Maintenant, comment est-ce qu'elle est liée au Gabon? C'est que justement, quand elle a été couronnée Miss France, ça a fait tellement de bruit qu'elle a été dans beaucoup de pays africains pour présider des comités de Miss dans les différents pays, pour coacher les Miss, etc. Et dans ces pays-là, elle est allée au Gabon. Quand elle est allée au Gabon, elle s'est liée d'amitié avec Edith Bongo, qui était la femme de Omar Bongo. Omar Bongo, qui était président du Gabon des années 60 jusqu'en 2009 quand il est mort. Bon, bref, on va pas trop parler de ça. Donc, Edith Bongo aimait trop Sonia Rolland. Elle dit que genre, c'est comme une petite sœur pour elle et tout, et qu'elle veut remercier Sonia Rolland de faire rayonner la beauté africaine à l'international comme ça. Donc, elle veut lui faire un cadeau. Elle ne pouvait pas offrir du vin comme tout le monde ou un truc simple. Ma chérie, toi, tu as l'argent d'Edith Bongo. C'est toi qui offres le vin. Il y en a, ils s'offrent les appartements. Je pense que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été choqués, mais c'est ça. Je pense qu'il faut aussi se mettre dans le contexte social dans lequel ils sont. C'est des présidents africains qui détournent des fonds. Donc, on n'a pas les mêmes moyens. Toi, tu offres du vin. Peut-être que dans quelques années, tu offriras des voitures, mais eux, ils offrent des apparts. Donc, c'est ça qui s'est passé. Donc, elle dit, elle veut faire un cadeau et tout. Et le cadeau se présente sous forme de deux choses. Un appartement à Paris, dans un des meilleurs quartiers, dans le 16e arrondissement, qui vaut 800 000 euros. On parle euros, hein. C'est même plus élevé que le dollar, les gars. Euros. Et le deuxième cadeau, ce sont des parts dans une société immobilière. Carrément. Des parts. C'est pas cadeau, ça. Ça, c'est... Ok. Et tout ça parce qu'elle a go fait rayonner le continent. Car je comprends pas pourquoi. Mais il faut qu'on se lance dans le business du rayonnement. Ah, ma chérie, il faut qu'on slay. Il faut qu'on soit trop belle tout le temps. Il faut qu'on fasse rayonner la beauté ici. Il faut qu'on aille côtoyer les riches. Le problème, c'est que depuis plus de 10 ans, il y a une enquête qui est faite par rapport aux biens mal acquis en général, tournement de fonds par plusieurs présidents africains. Donc, c'est pas juste Omar Bongo qui est visé. Et il se trouve que ce qui a été offert à Sonia Rolland, ils auraient acquis ça avec des biens qui étaient sur un compte bancaire. Et le compte bancaire était alimenté par une compagnie fictive, donc une compagnie qui n'existe pas. L'affaire fait beaucoup de bruit parce que quand Sonia Rolland a été questionnée, on lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Tu savais pas et tout. Bon. Elle a dit qu'en gros, de un, elle ne se doutait pas de l'origine des fonds qui ont été utilisés pour lui offrir ces biens-là. Pourquoi elle a accepté le cadeau d'abord? C'est ça la première question. Et deuxièmement, justement, elle dit qu'elle n'était pas en position de refuser un tel cadeau. Et elle était aussi hyper jeune. Elle avait 22 ans à l'époque. J'en disais, attends, bon, quand même, 22 ans. Tu n'avais pas 10 ans. Tu étais à 22 ans, tu es adulte. Tu es adulte, tu peux boire de l'alcool. Tu peux être emprisonné pour les choses que tu as mal faites. Tu peux voter. Tu as un pouvoir de décision qui est quand même important. Donc, c'est pas une bonne excuse. Les gens se posent beaucoup de questions sur les raisons qu'elle a données. Après, bon, moi, personnellement, mon avis,
Après, tu me diras ce que tu en penses. Je pense juste que, honnêtement, peut-être que oui, elle ne se sentait pas dans la position de refuser le cadeau, dans le sens où il y avait quand même un déséquilibre Un en pouvoir termes de de force, pouvoir. un rapport de force. Un rapport de force. C'est quand même un grand président hyper riche, hyper powerful qui t'offre ça. Souvent, c'est compliqué de dire non à des cadeaux. Et quand tu es jeune, je peux comprendre que tu n'as pas les outils qu'il te faut pour refuser de manière respectueuse. Parce que refuser un cadeau, ça peut être aussi vu comme un manque de respect. Oui, ça demande beaucoup de temps. Mais je pense que, on va pas se mentir, hein, Lago, elle n'est pas seule, elle a une famille, elle a un support système qui aurait pu l'accompagner dans ça, qui aurait pu dire, écoute, voici comment tu peux approcher la situation et tout. Surtout que, bon, ses parents restent africains, elle a un parent rwandais, etc., qui aurait pu lui dire, OK, avec nos traditions, avec le respect de chez nous et tout, voilà comment est-ce qu'on peut dire non gentiment au cadeau. Mais je pense que ce qui s'est surtout passé, et que moi, j'aurais pensé la même chose peut-être, c'est que c'est lui qui a détourné les fonds, n'est-ce pas? Donc, elle n'aurait jamais pu se dire que ça allait lui retomber dessus. Parce qu'elle, elle ne fait que recevoir le cadeau. Et elle ne reçoit pas le cash, elle reçoit un appart. Donc, je peux comprendre qu'elle se soit dit à l'époque, sans trop réfléchir, que, ah, écoute, bon, on sait tous que les présidents, là, c'est pas trop ça et tout. On ne sait pas comment ils gagnent leur argent. Mais moi, je pense pas qu'elle savait. Hein. Moi, je pense pas qu'elle savait. Non, ça, c'est quand même... C'est comme quand Meghan Markle dit qu'elle ne savait pas que la famille royale, ça allait être la merde. Non, les gars. Un président africain qui t'offre un cadeau... Moi, je sais qu'à 22 ans, je pense pas que je pouvais savoir qu'il détournait des fonds. Je sais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas carré dans la plupart des présidents africains. Mais de là à dire que je sais pertinemment qu'il détourne des fonds, non. On sait tous qu'il y a un truc chelou. Mais tu sais qu'il y a un truc chelou. Ça devrait être assez, non? Tu sais qu'il y a un truc chelou. Oui. Parce que c'est un chef d'État. Chef d'État, c'est pas censé être quelque chose qui te rend riche. En Afrique, seulement que les chefs d'État sont hyper riches. C'est pas un métier comme ça, quoi. C'est pas une carrière. Donc, c'est plus qu'une carrière, hein, être chef d'État. C'est un style de vie. Donc, pour des générations et des générations à venir. C'est bizarre. En fait, je trouve que quand on t'offre un gros cadeau comme ça, tu dois te poser des questions. Moi, en fait, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi elle a accepté le cadeau, mais je pense que tu l'as bien expliqué. Mais la deuxième question, c'est, OK, une fois que tu reçois un cadeau de cette envergure, pourquoi tu le gardes si tu ne le veux pas à la base? Parce que généralement, moi, dès que j'ai suivi cette histoire, je suis comme, à sa place, je revends le condo, je fais un don. C'est ce que tout le monde a dit. Et le pire, c'est que l'enquête ne date pas d'hier. Donc, quand il y a 10 ans, tu entends dire qu'on enquête sur plusieurs présidents, tu dois déjà te dire, moi, j'ai reçu un cadeau, peut-être que je devrais faire quelque chose. Là, elle ne fait rien. Mais est-ce que c'était un fait connu? Moi, je savais pas qu'on enquêtait sur ce président perso. C'était un fait connu. Parce que tu en as d'autres qui se sont fait inculper. En plus de ça, en 2017, il y a eu des articles qui sont sortis particulièrement sur Omar Bongo et ses biens mal acquis et ses détournements de fonds. En 2017, tu te dis pas non plus, laisse-moi aller vendre l'appart là avant que ça retombe sur moi. C'est qu'à un moment donné, bon, pas que tu es complice, mais bon, tu sais ce qui se passe et puis bon, tu veux garder ton appart. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. S'il y a bien un moment où elle aurait pu vendre ça, c'était en 2017 parce que ça a fait la presse, ça a fait les journaux. Et si tu étais proche de cette famille, tu peux pas dire que tu n'as pas entendu parler. Moi, perso, j'ai pas entendu parler, mais ce sont pas mes amis. Dans ce cercle, je suppose que les gens doivent savoir, mais je me dis que moi, citoyen lambda, franchement, en 2000, quand j'avais 22 ans, je savais pas tout ce que M. Bongo faisait. Hein. Mais c'était pas ton pote. C'est pour ça que j'ai dit M. Bongo. Non, mais je veux dire, c'était même pas... je sais pas si c'était dans les nouvelles à ce point-là, à part s'il fallait vraiment suivre, quoi. Oui, en 2002, enfin, quand elle a reçu le cadeau, oui. Mais je pense que vraiment, en 2017, elle aurait pu aller revendre le truc parce que ça a fait la grosse presse, quoi. Bref, hein, les Gabonais sont fâchés parce que, bon, ils se rendent compte qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui aurait pu être utilisé pour le développement du pays, etc., qui se retrouve dans les mains de tout le monde. Parce que c'est pas la seule qui a reçu un cadeau. Elle, on parle d'elle aujourd'hui parce qu'elle est connue. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que même quand vous voulez, quand un président gabonais ou un président africain veut être dans l'illégalité, il choisit toujours d'investir les fonds dans les pays extérieurs. Oui. Genre, je comprends pas. Non, c'est... Elle n'est même pas gabonaise. Comment on dit? Elle a pas rapport avec le Gabon. Elle a pas rapport du tout. Mais après, bon, je sais pas, peut-être qu'il a fait des cadeaux aussi à des Gabonais hein, et que peut-être des cadeaux plus grands, je sais pas. Peut-être. Je pense que la somme totale de biens mal acquis, ce serait autour de 40 millions, si je me trompe pas, d'euros. C'est énorme. Moi, je peux pas quantifier 40 millions d'euros. Et je me dis, pas qu'il y a rien de mal à voler. Hein. Je veux pas dire que j'accepte les détournements de fonds. Si tu vas détourner les fonds, bon, peut-être prends 1 million d'euros, fais quelque chose dans le pays. Sois modeste, quoi. Voilà, distribue bien les fonds. Utilise un peu pour aider le pays et puis bon, prends le reste pour aller faire tes cadeaux. Je sais pas. Non, il faut savoir, si on veut voler, il faut savoir voler de façon modeste. Oui. Tu vas pas offrir un appartement ou un condo à 800 000 euros. Mais bon, la beauté de la chose, c'est que, tu sais, il n'aura jamais à payer pour ça. Hein. Parce qu'aujourd'hui, qui prend les pots cassés? C'est Sonia Rolland qui se fait interroger. Lui, il est mort. Ouais. Il est mort. Lui, il a vécu la vie, il est mort. C'est,
Enfin, bref, quoi. C'est pas à son âme. En tout cas... C'est les mêmes histoires, en fait. Hein. C'est toujours les mêmes histoires. Toujours rien de surprenant, mais bon. Sur ce, on va pas passer au divers pour faire atterrir l'avion si bientôt parce que on commence déjà à s'emporter, là. Donc, passons au divers. Le premier divers que je voulais partager avec vous, c'était celui de notre tantine, Ngozi Okonjo-Iweala, du Nigeria. Donc, elle a récemment pris les rênes de l'OMC, l'Organisme mondial du commerce. Elle a pris les rênes le 1er mars dernier. Et en fait, bon, déjà, c'est une bonne chose. Et il y a beaucoup de défis qui l'attendent, notamment avec la COVID. Tout ce qui est flux commerciaux, voilà, sont diminués. Les frontières sont fermées. Mais en tout cas, on voulait la féliciter. Tata Ngozi, son CV est déjà très chargé. 25 ans à la Banque mondiale, ministre des Finances au Nigeria. Donc, c'est une femme de substance. Selon moi, elle n'a rien à prouver. Après, bon, je sais pas, mais je pense que c'est la première femme africaine à avoir ce poste-là aussi. Oui, c'est la première femme tout court. La première femme tout court, c'est ça, parce qu'elle est en compétition avec une Coréenne et tout. Donc, pour la cause féministe et pour le développement des femmes, c'est énorme. Et en plus de ça, c'est une femme africaine. Et... Je suis heureuse du fait que c'est une femme, mais franchement, son CV est chargé. Donc, oui, donc elle le mérite à 100%. C'est ça, en fait. Mais si ça a pris autant de temps pour que cette institution voit une femme à sa tête, ça reste à féliciter. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, surtout bon, pour les Africains, hein, on est en mode, ouais, l'entrepreneuriat, c'est la voie, l'entrepreneuriat, c'est la voie. Tout le monde ne rêve pas d'entrepreneuriat. Donc, pour certaines personnes qui rêvent de carrière un peu plus corporate ou dans ce genre d'institution, c'est inspirant parce que tu te dis, ah, j'ai enfin un autre modèle que je peux regarder qui me rappelle que c'est possible. Et justement, parlant d'Africains, il y avait aussi Mactar Diop, qui est du Sénégal, qui était nommé comme DG de l'AFC. En français, la SFI. Ah, bon. Société financière internationale. Ouais. Donc, Mactar, lui aussi, il est aussi un ancien de la Banque mondiale et il a aussi été ministre au Sénégal. Je pense que c'était ministre de l'économie et des finances. Donc, on dirait que vraiment, pour arriver à ces postes-là, il y a en fait un parcours clé. Il faut d'abord être ministre, après aller à la Banque mondiale et bien sûr avoir un bon cercle d'influence. Donc, félicitations à ces deux personnalités. Et en fait, lentement, mais sûrement, ça avance. On arrive à placer des personnes qui ont un intérêt pour le continent dans des positions de pouvoir. Ouais. Comme Solange avait dit, j'ai l'impression que franchement, elle a eu le meilleur titre d'album de tous les temps parce que ce titre est toujours valable jusqu'aujourd'hui. On veut juste une place à la table. C'est ça, aussi à the table, vraiment. C'est comme ça que le changement va commencer. Donc, les gars, rêvons loin. Rêvons. Ce qui est bien aussi, c'est que bon, il n'y a pas que dans les organisations mondiales que les Africains sont en train de shine en ce moment. Hein. Dans la musique, il y a des news aussi. Il y a quelqu'un qui a enfin eu ce qu'il cherchait. Le African Giant. Donc, Burna Boy a finalement gagné son Grammys pour meilleur album de musique du monde, un peu comme Angelique Kidjo avait gagné, je pense, l'année précédente. Donc, pour son album Twice as Tall, en parallèle, Wizkid a aussi gagné meilleure vidéo musicale pour Brown Skin Girl. Est-ce qu'il est dans la vidéo? Oui, il est dans la vidéo. Pendant 10 secondes. Bon, écoute, c'est sa voix quand même pendant la majorité de la chanson. Mais, petite parenthèse sur ce point-là quand même. Les Africains, là, quand on veut s'accaparer des victoires, tout le monde dit que Wizkid a gagné pour Brown Skin Girl, mais il n'est pas seul, ni dans la chanson, ni dans la vidéo. C'est un featuring. Mais, pas qu'on veut diminuer Beyoncé, parce que bon, franchement, elle a gagné assez de Grammys, on n'a pas besoin de la mettre en avant et tout. Mais j'ai trouvé ça intéressant que les gens ont tellement dit Wizkid a gagné, qu'à un moment donné, moi, j'avais oublié que Beyoncé même chantait aussi dans la chanson. Et je suis allée dire quelque part à quelqu'un que mais non, mais de toutes les façons, c'est que Wizkid dans la chanson. Et j'ai réécouté, j'ai dit, ouh, maman, elle chante. Elle est quand même là, tu as oublié. Elle est là aussi. Mais j'avoue que la tonalité de cette chanson, c'est très Wizkid. Oui, c'est une chanson Wizkid. Elle est là en complément, quoi. C'est ça. Si c'était une chanson qui avait une tonalité à la Beyoncé, peut-être les gens allaient te rappeler que Beyoncé était là. Mais franchement, si tu enlèves le verse de Beyoncé là, c'est une chanson de Wizkid. C'est une chanson. Et puis bon, on est aussi à une époque où quand on gagne quelque chose là, on veut juste dire qu'on a gagné. Donc, on bien sûr. Donc, c'est sûr. Bien sûr. Mais bien sûr qu'il va se négliger. Donc, qu'est-ce que tu avais à dire par rapport à Burna Boy? Donc, moi, déjà, ma réflexion initiale, c'est que j'ai trouvé ça un peu dommage. Je trouve que l'attention que Twice as Tall a obtenue était l'attention que African Giant devait avoir. Oui, aurait dû avoir. Bien que c'était un bon album. Mais en fait, ce qui m'a un peu gratté, c'était le fait que, voilà, c'est un album qui était purement et clairement politique. Pour avoir son Grammy, en fait, tu as Didi dans l'album, tu as des sons qui ont une tonalité afro-américaine, africaine, avec des grandes stars américaines. Ouais. Moi, je pense deux choses déjà. Que la première chose, pas que Burna nous a fatigués avec le Grammy, non, mais il nous a fatigués avec parce qu'en vrai,
c'est seulement la deuxième année où il aurait pu être éligible à avoir un Grammy. Donc, il n'a pas eu un an, c'est bon, j'ai pas mon Grammy. Oui, mais dans son Leonardo contexte, ça fait 10 DiCaprio, ans. il avait pris combien de temps avant d'avoir son Oscar? Il ne Oui, mais pleurait dans pas ce dans nos oreilles. contexte-là, il fait de la musique depuis 10 ans. Donc, je comprends que ça fait juste Oui. 2 ans qu'il est éligible, mais pour lui, il bosse depuis 10 ans. Donc, je pense Non, que mais c'est pour ça que c'était important. c'est pas un problème. Tu Non, bosses c'est- depuis 10 ans, oui, mais c'est le deuxième album qui est C'est le éligible. game. Ouais, C'est le game, quoi. Donc, Mhm. numéro un. Mais il n'y a pas de problème, je l'adore. Je dis ça, je l'adore. Hein. Donc, finalement, la raison pour laquelle on n'a pas aimé Twice as Told, c'est parce que, comme on dit, il a fait pour le Grammy. Donc, il nous a fait de la musique du monde. On a même parlé du fait de vouloir un Grammy dans cet album, si je me trompe pas. Je pense qu'il y a un extrait ou un truc Ouais, où il y a une partie il y a une où il en mention parle. du Je sais pas Grammy si où c'est il dans est la saoulé qu'il première a chanson avec perdu. Sundur ou un truc comme ça. Donc, C'était clair, là, comme c'était l'eau de clair. roche, quoi. Mais ce que je trouve dommage, ça c'est dans l'industrie des arts et de la culture, mais ça peut aussi se transposer dans tout ce qu'on fait en général. C'est que pour montrer qu'on a réussi dans certaines industries, il nous faut certaines choses. Donc en musique, pour montrer que tu as réussi et que tu as atteint un niveau indéniable, aujourd'hui c'est Il faut un parrain. Il faut un déjà, parrain c'est un d'abord, Grammy mais- Award. Et justement, pour gagner ce Grammy qui va te permettre à toi de dire waouh, j'ai atteint ce niveau-là et qui va permettre au monde de te respecter, c'est que tu es souvent obligé de compromettre en fait ta vision artistique de base. Après, bon, je ne connais pas Burna Boy personnellement, donc je ne sais pas si peut-être il est tellement fan de world music et puis c'était l'album qu'il était le plus content de faire et tout. Mais c'est que ce qui nous fait aimer Burna Boy tel qu'on l'aime aujourd'hui, c'est le Burna Boy de African Giant. C'est le Burna Boy qui a chanté Yeah. C'est son authenticité, c'est son hyper-africanité, c'est sa continuation de ce que Fela Kuti faisait, etc. Mais il a dû un peu diluer ça pour pouvoir avoir son Grammy, pour pouvoir dire ok, j'ai réussi, respectez-moi maintenant, je suis vraiment le African Giant. Et c'est dommage en fait qu'on cherche, et moi aussi je cherche la validation, donc ne me critiquez pas, je ferai la même chose si j'avais à le faire. Mais c'est dommage qu'on ait tellement besoin de validation qu'on soit prêt à se compromettre en quelque sorte pour avoir ces validations-là. Parce qu'il aurait ce qui est intéressant quand même, c'est qu'avec un Grammy, tu gagnes aussi en argent. C'est ça que les gens ne parlent pas souvent de cet aspect, mais les Grammys, ça augmente ton volume en fait de vente de ta musique. Et ça augmente aussi ta notoriété, ça augmente la probabilité que tu participes à des gros projets, des gros albums. Donc, c'est pas un aspect nécessairement négligé, mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils doivent passer par là. Le côté argent, 100%. Le reste, il faisait déjà Coachella et autres. Hein. Donc, je pense que... Oui, mais son nom a été écrit très petit. Oui, et puis il s'est fâché, et puis ils ont mis plus gros. Là, comme il a le Grammy, il va faire genre, je suis un Grammy-nominated artist. Il va mettre ça plus gros, quoi. Et son cachet aussi va augmenter pour beaucoup de concerts. C'est vrai. Donc franchement, au niveau du cash, il n'y a rien à dire. C'est une question de cash, et puis c'est une question de pouvoir. C'est une question de dire, j'ai un Grammy Award, quoi. Moi, si j'étais chanteuse aussi, je voudrais un Grammy, et puis je ferais ce qu'il faut. Et je pense que ça se retranscrit même dans nos vies de tous les jours, quand on a tous un palier qu'on veut atteindre dans nos différentes réalités qui montrent qu'on a réussi, même quand ce palier ne correspond pas à 100% à ce qu'on veut dans la vie. Donc, mais ce que je trouve un peu plus noir dedans, c'est que, et ça c'est de façon générale dans la vie, une fois que tu as atteint ton objectif, qu'est-ce que tu fais? Donc là maintenant, il a eu son Grammy. Là c'est soit quoi? Il va se trouver un nouvel objectif et il va nous déranger avec ça? Ou alors... Nous déranger. J'allais dire, je pense que, en tout cas, de ma petite vie, hein, comme je n'ai aussi pas encore atteint mes gros objectifs, je ne sais pas trop comment ça se passe après, mais j'ai l'impression que la beauté de la chose, c'est qu'on arrive toujours à se créer des nouveaux goals. Donc, même si ce ne sera pas aussi gros en termes d'accomplissement qu'un Grammy Award, on rêve toujours plus loin, on a toujours d'autres objectifs, en fait. Parce que quand je regarde, vous allez dire que j'utilise trop, hein, je suis fan, mais en vrai, c'est pas, it's not that deep. Mais si tu regardes juste, par exemple, Beyoncé, qui a gagné énormément de prix, etc., là, on dit qu'elle a gagné le record de je sais pas combien de Grammys, de je sais pas trop quoi. Mais attends, est-ce que Beyoncé, au début, quand elle a commencé sa carrière, il y avait un goal je sais pas. qui était connu de tous? C'est ça, en fait. Je sais pas. Pour Burna Boy, c'est précis. Tout le monde était au courant. Tout le monde était au courant. C'est ça, en fait. Je vais faire l'hypothèse, je sais pas, hein, que quand tu es dans la musique, même si tu ne l'exprimes pas, ça reste un des gros goals. Elle a gagné je sais pas combien de prix, elle a vendu je sais pas combien de millions d'albums, etc. Tu pourrais te dire, quand tu atteins ce niveau de notoriété, qu'est-ce qui vient après? Mais tu vois quand même dans l'évolution de sa carrière que à un moment donné, quand elle a gagné autant de prix et de ventes d'albums et tout, elle a dû se dire, ok, finalement, je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit, laisse-moi aller maintenant faire ce que je veux. Et puis maintenant, du coup, elle s'intéresse à des trucs qui sont moins mainstream, qui vendent peut-être moins que ses autres albums, mais qui
peut-être correspondent plus à ses intérêts, tu vois. Donc, je me dis, il va trouver le moyen. Peut-être que là, il va se dire, OK, maintenant que j'ai mon Grammy, là, retournons à l'essence de ce que je sais faire. Maintenant, je veux atteindre tel truc. Mais je trouve que pour Beyoncé, c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est une artiste qui est passée à mainstream et est retournée à sa communauté après. C'est comme ça un peu que je la vois. Alors que pour Burna Boy, le parcours est inverse. Il est passé de sa communauté et là, il est en train de vouloir devenir où il est déjà mainstream. Il est mainstream, mais peut-être maintenant qu'il va revenir. Peut-être il va revenir. Peut-être. C'est ça, peut-être. En tout cas, il n'est pas nécessairement parti. Là, on exagère, bien évidemment. Ouais, on a vu. On fait comme si le gars, son album ça, en fait, n'était pas qui est perdu, quoi. On a dansé certaines chansons. Donc, rapidement, maintenant, pour finir dans les divers, c'était pour parler de deux applications, compagnies tech dans la culture et tout, qui sont en train de s'implanter en Afrique, de manière un peu plus présente en tout cas. Donc, d'abord, on a Spotify. Spotify, avant, il n'était pas présent dans beaucoup de pays africains. Et là, ils ont lancé en mars, là, dans 40 pays en plus en Afrique. Donc, ils ne sont toujours pas dans tous les pays, mais ils sont dans 40 pays additionnels, donc dans la majorité des pays africains. Beaucoup qui sont en Afrique francophone aussi. Voilà. Et beaucoup c'est important de mentionner parce que des fois, les compagnies s'implantent en Afrique, mais ils font comme si le côté francophone n'existe pas. C'est vrai. Et là, franchement, il y en a beaucoup qui sont en Afrique francophone parce que je sais que même ici en Côte d'Ivoire, ça a été lancé. Et c'est quand même énorme parce que en termes de streaming de musique avant, les options, du coup, des gens, c'était Apple Music si tu as un iPhone, mais tout le monde n'a pas de iPhone. Deezer, qui avait réussi du coup à vraiment faire une grosse campagne de communication et avoir beaucoup d'utilisateurs parce qu'il n'y avait pas Spotify. Donc, c'était le truc par défaut. Ou bien les gens écoutaient sur YouTube ou bien téléchargeaient légalement. Donc, je pense qu'il y avait aussi Audiomack qui était gros. Il y a Audiomack aussi. Moi, j'oublie toujours Audiomack. Mais c'est vrai, il y a Audiomack. Et qui grossit de plus en plus, donc qui a du potentiel et qui est africain par contre. Donc c'est cool, Spotify s'est installé, les gens ont accès à la musique plus facile, le paiement a l'air de fonctionner, ça se fait. Et quand ils se sont installés, en fait, c'est là que j'ai compris à quel point les gens attendaient ça, parce que le nombre de personnes que j'ai vues arrêter là où ils étaient après pour juste ouvrir Spotify, alors que moi je suis paresseuse. Donc l'effort de transporter toute ma bibliothèque musicale d'une application à l'autre et puis télécharger les musiques c'est pas pour moi, mais Spotify a plein d'avantages que les autres applications n'ont pas. Donc, les gens ont fait l'effort. Est-ce qu'ils ont la version gratuite sur le continent? Oui, ils ont la version gratuite et la version payante. Tout le monde y a accès, en fait, finalement. Et donc, ça renforce, en fait, le fait que le marché africain, en ce moment, est en plein boom et puis les compagnies s'en rendent compte parce qu'ils font les efforts pour pouvoir donner l'accès à leurs produits ici. Et c'est aussi ce que Netflix est en train de faire. On en avait déjà parlé dans le passé, donc je ne vais pas trop en parler, mais la différence dans les news du moment, c'est que quand ils s'implantaient en Afrique, c'était beaucoup l'Afrique anglophone, donc le Nigeria, l'Afrique du Sud, il y a eu beaucoup de production avec ces pays-là. Mais maintenant, apparemment, ils cherchent à s'implanter en Afrique francophone, ce qui est une nouveauté parce qu'en général, on ne va pas se mentir, quel que soit le domaine, l'Afrique francophone est juste délaissée, point barre. Mais ça reste un marché qui est très viable, qui a beaucoup d'utilisateurs et tout. Donc, ils font des efforts en ce moment pour s'implanter. Apparemment, ils ont fait leur première acquisition de contenu francophone, ce qui est bien, qui montre que le reste va venir. C'est une série tournée à Dakar qui s'appelle Sako et Mangan. Sako et Mangan. Et c'est une série un peu détective, policier, machin, tournée à Dakar. Mais c'est une production Canal+. Donc, on sait que du coup, niveau qualité, ça va être là où il faut. Et quand je dis ça, excusez-moi, parce que bon, j'ai des amis peut-être dans le cinéma qui vont mal le prendre. C'est pas pour dire que si c'est pas Canal+, c'est pas de la qualité. C'est juste pour dire que on est déjà habitué à leur contenu. On sait, voilà, on est habitué à leur contenu, on sait à quoi ça ressemble. Et donc au-delà de ça aussi, parce que le problème, on va pas se mentir, hein, quand les compagnies viennent pas quelque part, c'est pas qu'ils ne veulent pas forcément. Tout le monde aime l'argent, mais il y a aussi des difficultés dans les marchés. Et je sais qu'en Afrique francophone, deux des problèmes que les gens ont, c'est déjà, bon, pas qu'en Afrique francophone, mais en tout cas en Afrique, la puissance de l'Internet, parce que le streaming vidéo, ça demande un Internet de bonne qualité. Et attends, on dit toujours en Afrique, mais c'est dans les marchés émergents en général. Donc, en Amérique du Sud, il y a le même problème. Mais continue. Oui. Bon, on dit en Afrique parce que, bon, nous, notre domaine de concentration, non, mais je voulais comme, parce que les problèmes que tu vas citer... Ce sont des marchés émergents, c'est vrai. Donc, dans les pays émergents, la puissance de l'Internet n'est pas forcément là où il faut pour pouvoir streamer du contenu vidéo, qui demande beaucoup de puissance et aussi beaucoup de données, beaucoup de data en fait. Si tu veux streamer des vidéos, il faut que tu aies un bon plan Internet. Et puis aussi, deuxièmement, les modalités de paiement parce que bon, Netflix devrait faire appel à Flutterwave parce que pour l'instant... c'est vraiment par carte de crédit que tu peux payer et c'est un mode de paiement qui n'est pas hyper développé dans nos marchés. Donc, ça reste quelque chose de très élitiste. Mais apparemment, ils sont en train de parler à des opérateurs dans les télécoms
pour voir s'il n'y a pas moyen de faire que quand tu payes ton plan téléphonique, le Netflix vient avec, etc. Et ils ont déjà fait ça en Afrique du Sud, apparemment. Ils ont des accords avec Vodacom, si je ne me trompe pas, pour commencer ce genre de choses. Donc, en tout cas, ils arrivent lentement, mais sûrement. Mais ce qui est intéressant avec la stratégie de Netflix et de Spotify, c'est qu'au-delà même de capacité de payer, c'est même pas ça qui fait leur plan d'affaires. C'est la capacité d'avoir des paiements récurrents. Donc, ils peuvent avoir une plateforme qui permet de payer une fois, mais qu'est-ce qui va automatiser le paiement chaque mois? C'est ça, en fait. C'est ça, en fait, qui fait leur argent. Ouais, exactement. On attend, on verra ce qu'ils vont nous proposer. Donc, j'ai une petite théorie. Je lis un peu sur Netflix de temps en temps, et en fait, Netflix, si je me trompe pas, c'est une compagnie qui n'est pas profitable, en fait, comme la plupart de ces startups. Right? Ouais. Et ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils dépensent beaucoup en production, puis ça, c'est normal. Et pendant ce temps-là, nous, on est là en train de binge-watch des séries qui coûtent des millions en 2 jours. Et tout. Donc, ils doivent toujours avoir beaucoup de contenu. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai remarqué que de plus en plus, ils exportent leur capacité de production. Ce qui fait qu'il y a de moins en moins de... Je vois beaucoup de séries qui ont été produites à l'étranger. Ils outsourcent à travers des partenariats. Donc, moi, je me dis que pour eux, en fait, c'est leur stratégie. Je ne sais pas s'ils sont nécessairement là parce qu'ils veulent trop nous valoriser. Je pense que c'est pour eux une façon de diminuer leur coût de production tout en amenant beaucoup de contenu. Et plus d'utilisateurs, parce que leur modèle d'affaires est simple. Pour faire l'argent, il faut plus d'utilisateurs. Oui, mais je pense qu'ils se rendent compte que les gens sont prêts à consommer du contenu international, même aux États-Unis, parce que c'est là, en fait, où est leur marché en Amérique. Donc, si moi, étant ici, je peux consommer du contenu africain qui a peut-être été fait à 1 million, comparativement à 10 millions aux États-Unis, ben, le calcul se fait simplement, en fait. Non, c'est vrai. Je pense que des deux côtés, c'est ça. Au côté niveau des coûts, ils ont sûrement des économies qu'ils vont faire, comparé à s'ils produisent eux-mêmes. Et puis, en termes de revenus aussi, il y aura aussi beaucoup de nouveaux utilisateurs. Parce que toi, par exemple, tu consommeras le contenu, mais tu es déjà inscrit. Ils ont déjà ton argent, mais ils ont besoin de plus de revenus. Donc, on va passer au coup de cœur. Aïssata, tu commences? On va parler aujourd'hui de Youssoupha. Je suis une très grande fan de Youssoupha. Donc, je ne pouvais pas ne pas parler de son album. Le gars a sorti un album il y a quelques semaines. Je vous invite à écouter l'album, pas juste parce que je suis fan, parce que moi, je suis une fan woke, tu vois. Je ne suis pas bêtement fan là. Si mon artiste fait quelque chose qui est nul, je vais dire que c'est nul. Mais honnêtement, l'album s'appelle Neptune Terminus. Déjà, les chansons sont géniales. Là où il m'a conquise, déjà dans la signification du titre de l'album. Donc, je fais ma geek là, parce que j'ai regardé plein d'interviews de Youssoupha. Mais je vous explique rapidement. Neptune, c'est une des planètes qui est le plus loin, en fait, dans le système solaire. Et il expliquait que la raison pour laquelle l'album s'appelle comme ça, c'est qu'en général, on dit toujours, en anglais en tout cas, the sky is the limit. Le ciel est à limite, etc., pour se motiver. Mais il s'est rendu compte que chaque fois qu'il avait certaines limites, il a réussi quand même à les braver, à aller au-delà. Et donc, il a un stage de sa vie où c'est plus le sky qui est la limite, mais genre, lui, il s'en va à direction Neptune, quoi. Neptune, c'est son terminus. C'est à ce point-là qu'il va aller loin. Et moi, personnellement, chaque fois que tu fais une chanson comme ça ou un titre comme ça, en mode de motivation, on va aller loin, on va réussir dans la vie, je suis acquise. C'est tout ce qu'il me faut. C'est pas compliqué. Il a aussi beaucoup mis en avant son fils, qui est sur la couverture de l'album, qui est dans certains clips, il y a toute une chanson dédiée à son fils, qui est ma chanson préférée de l'album, qui s'appelle Mon Roi, où il fait en gros un message où il donne des conseils à son fils, en fait, pour plus tard, comment aborder la vie, etc. Et mais il a beaucoup parlé de son fils dans des albums passés. Je sais que moi, j'avoue que par rapport à Youssoupha, j'ai décroché après Négritude. Ça, c'est un album que j'ai signé de ouf. Et dans Négritude, il parlait beaucoup de son fils, si je me trompe pas. Ouais, il parlait de son fils. Dans l'album juste d'avant, Polaroid Experience, un tout petit moment, il en parle quand même. Il parle souvent de ses enfants. Mais là, il le met, genre, le fils est sur la couverture de l'album. Il y a un clip entier qui est fait avec son fils qui reprend des couvertures de gros albums du rap français. Dans la chanson Mon Roi, c'est clairement « Je te parle, lettre ouverte à mon fils sur comment aborder la vie, comment traiter les femmes et tout. » Et franchement, la chanson est trop belle. Donc, je vous invite. Attends, il a un enfant parce que du coup, s'il a plusieurs enfants, c'est chelou. Non, il en a deux. Mais il dit souvent Imani, ma fille, dans ses chansons aussi. Il dit Imani, c'est sa fille. Oui, donc, il parle des deux. Donc, la fille n'a qu'à attendre. Elle aussi, son album va venir. Ça, c'est le droit d'aînesse. Toi, tu dis ça parce que tu es l'aîné de la famille. Je suis l'aîné, le droit d'aînesse. Tiens. Allez écouter Youssoupha et puis vous nous direz ce que vous en pensez. J'ai hâte d'écouter ça. J'ai 2 albums de Youssoupha à rattraper. De mon côté, j'avoue que franchement, j'ai pas écouté beaucoup de musique ces derniers 3 mois. Et même quand j'écoutais de la musique, c'était plus du rap afro-américain. Donc du coup, que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est Kelly Crow, qui est un artiste montréalais d'origine haïtienne. Donc en fait, ça fait genre 5 ans qu'il ne sort que des singles un peu par-ci par-là. D'accord. Donc finalement, il a décidé de sortir
sortir son album qui s'intitule Kelly Crow. Et l'album, en fait, c'est un amalgame de ses anciens singles avec quelques nouvelles chansons. L'album est OK, mais ça m'a donné en fait l'occasion de revisiter certaines chansons qu'il avait déjà lancées et qu'il a juste remis dans l'album en fait. Et en fait, la chanson que j'aime beaucoup, c'est Salvé. C'est un mélange de R&B, zouk et compas, donc je recommande fortement. Et les deux chansons, donc celle que Aïssata a mentionnée, Mon roi ou roi et Salvé, vont être justement rajoutées à notre playlist qui s'appelle Coup de cœur. Affairage Airways. Yes. Allez écouter la playlist, s'il vous plaît. Sur ce, je pense qu'on a assez parlé. Oui, et on voulait vous mentionner quand même qu'on est en train d'explorer la possibilité d'être sur Clubhouse, donc gardez un œil là-dessus. Mais en attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram, Facebook et même sur Spotify. Vous pouvez suivre le podcast. Ah, vous pouvez, vous devez. Oui. Allez suivre. Ah, bon, oui, Bon, elle est soft et tout. Hein. Moi, je vous dis pardon, allez suivre. Allez-y. Vous pouvez aussi, bien évidemment, si vous avez aimé le podcast, nous donner 5 étoiles sur Apple. Et rapidement, avant de vous faire atterrir un tout petit peu plus sur Clubhouse. Et il y a encore quoi? Non, vite non. Ah, toi aussi. Déjà, dites-nous en fait si vous avez Clubhouse, parce qu'il faut pas on va aller sur Clubhouse et puis, finalement on va être deux dans la room. Et aussi, dites-nous s'il y a des sujets dont vous voudrez parler sur Clubhouse. Ce sera l'occasion de pouvoir parler avec vous et de pouvoir s'affairer ensemble. Et c'est surtout l'occasion de vous écouter en fait. En attendant, allez nous suivre sur Clubhouse si vous avez déjà Clubhouse. Comme ça, dès qu'on va planifier des rooms, vous pourrez être au courant. Donc, moi, c'est mon nom, c'est Aïssata Silla ou bien @mansa.aissa sur Clubhouse. Et puis, Laurence, c'est... Ah, j'ai pas ça en tête. Hein. En tout cas, son nom, c'est Laurence là-bas. Le jour où on sera prête, on va vous dire c'est quoi, mais suivez-nous en attendant. Sur ce, j'arrête. Attachez vos ceintures, redressez le dossier de votre siège, rangez votre tablette de nourriture et assurez-vous que vous portez votre masque parce que oui, Covid oblige. Et préparez-vous pour l'atterrissage. Bye bye. Bye.